Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour poursuivre l'étude des viscères de l'abdomen. Nous avons vu dans le cours précédent la vascularisation et l'innervation de l'estomac. Je vous rappelle donc que les prérequis absolus, à la fois en connaissance et en compréhension, sont les 2 heures que nous avons pu faire l'année dernière en anatomie générale, c'est le terme qu'on emploie habituellement, donc l'UE5, où nous avons vu toute l'organogénèse qui est fondamentale pour comprendre à la fois la forme des organes chez l'adulte et à la fois pour comprendre les rapports qui sont compliqués puisqu'il y a de nombreuses rotations et qui entraînent en même temps les feuillets du péritoine. Donc, dans le cursus actuel, il est bien acquis que les connaissances sont en continu de la première année jusqu'à la fin du 2e cycle, et donc je rappelle ce prérequis tout à fait indispensable. C'est pour cela que nous allons donc aujourd'hui directement aller vers des choses un tout petit peu plus élaborées et étudier le duodéno-pancréas et la rate, qui vont de pair, et nous verrons pourquoi dans le cours suivant à propos des rapports. Donc, duodéno-pancréas, qui est un terme générique, qui n'est pas un terme, on va dire, officiel. Officiellement, c'est le duodénum et le pancréas. Mais d'un point de vue ensemble, à la fois clinique et à la fois chirurgical, c'est bien le duodéno-pancréas. Donc, tout d'abord, le duodénum, c'est la première portion de l'intestin. Nous avons l'estomac, le pylore, L1, flanc droit de la colonne, et commence l'intestin avec une première portion duodénum qui, d'un point de vue étymologique, classiquement est interprétée comme signifiant qu'il y a 12 doigts de longueur. 12 doigts, un doigt c'est environ 2 cm, donc cette première portion est très courte, c'est en gros 24 cm, et va se disposer en cadre. Ceci parce qu'il y a des rotations qui se font à ce niveau-là, et c'est l'équivalent d'une anse intestinale. La particularité aussi, contrairement à la suite de l'intestin, c'est que ce cadre duodénal, ce duodénum va se retrouver secondairement accolé à la paroi postérieure par un accolement péritonéal et n'est pas libre dans le péritoine. Donc c'est une portion qui sera très fixe au niveau de l'abdomen, collée contre la paroi postérieure, c'est-à-dire rétropéritonisée. Ce n'est pas un organe rétropéritonéal proprement dit, c'est secondairement qui vient s'accoler, et c'est comme s'il était devenu rétropéritonéal. Donc pour voir ce duodénum, nous allons regarder surtout sa vascularisation, puisque nous en avions vu les dispositions déjà principales l'année dernière. Nous allons voir sa vascularisation avec ici en plaçant donc le cadre duodénal classique, qui va donc commencer au niveau du pylore, c'est-à-dire au niveau de L1, première vertèbre lombale, et nous sommes là sur le flanc droit de la colonne. Puis nous trouvons la première portion du duodénum, ou portion supérieure, qui est finalement relativement courte. Nous trouvons un angle qu'on appelle aussi genou supérieur. Puis nous trouvons une deuxième portion qui est une portion verticale, appelée aussi portion descendante. Nous trouvons ensuite un deuxième angle qui est l'angle ou genou inférieur. Puis la troisième portion qui est une portion qui est appelée portion inférieure ou plus souvent portion horizontale. Donc, ces 3 portions sont les portions qui sont décrites dans la terminologie anatomique internationale. Classiquement, notamment dans l'école anatomique et chirurgicale française, et c'est très pratique parce que c'est une réalité de le décrire, il y a une 4e portion qui est extrêmement courte, 4e portion avec de nouveau une angulation, et cette 4e portion va correspondre à la jonction vers la deuxième partie de l'intestin, qui est le jéjunum, et c'est la jonction duodéno-jéjunale. Donc voici ce cadre duodénal, c'est le duodénum. Cadre duodénal, c'est on va dire une espèce d'appellation pratique pour rappeler cette forme. Donc voici le duodénum en forme de cadre, avec la première portion, on parle aussi de D1, qui est la portion donc supérieure, qui est relativement courte, qui fait directement suite au pylore. Puis nous avons l'angle supérieur, genou supérieur. La deuxième portion, on dit aussi D2,
qui va être descendante, verticale, puis c'est l'angle ou genou inférieur, la portion inférieure ou horizontale, D3, et puis cette petite portion courte qui remonte en formant un coude vers la jonction duodéno-jéjunale, c'est ce qu'on appelle aussi l'angle duodéno-jéjunal et que l'on appelle D4. Donc globalement, on a ici D1, D2, D3 et le D4 est quelque chose qui est, on va dire, très pratique en chirurgie, mais qui n'est pas dans la nomenclature internationale. D2, D3 et ici D4 avec donc l'angle duodéno-jéjunal et ensuite on a les 5 à 7 mètres d'intestin grêle avec les anses intestinales qui sont mobiles. Ici, au niveau du pylore, eh bien, c'est la jonction avec l'estomac. Ce duodénum a des rapports extrêmement étroits et un accolement tel qu'on ne peut pas enlever directement le pancréas du duodénum. En effet, dans le cadre duodénal, est fermement adhérent le pancréas, et c'est ici la tête du pancréas qui est principalement au niveau de ce cadre. La tête du pancréas qui est donc d'aspect un petit peu quadrangulaire, vue de l'avant. Les rapports entre le duodénum et le pancréas sont parfois comparés comme une jante et le pneu. Donc ici avec la partie convexe, et puis il y a une empreinte dans le pancréas. Le pancréas se moule sur la convexité du tube duodénal. Donc nous sommes ici au niveau de la tête. Le pancréas, nous l'avons vu et vous l'avez vu aussi en histologie ou par ailleurs en physiologie. Le pancréas est une glande exocrine qui au premier abord est très très similaire à la glande parotide. Et ce n'est qu'au niveau histologique qu'en faisant attention, au premier abord on pourrait penser que c'est de la parotide, où l'on voit eh bien, entre les îlots de cellules exocrines glandulaires, où l'on voit des petits îlots qu'on appelle les îlots de Langerhans et qui sont donc des îlots endocrines avec une sécrétion qui partira vers les capillaires. Donc c'est une glande qui est à la fois exocrine et endocrine. Elle est exocrine pour donc ça va vers l'extérieur pour le tube digestif, comme d'ailleurs les glandes salivaires. Elle est endocrine, vous le savez, pour tout le métabolisme glucidique et donc en particulier les atteintes qui vont toucher l'insuline et le diabète et provoquer le diabète. Donc voici la tête. Après la tête, nous trouvons une région qui va être rétrécie que l'on appelle le col. Donc ici, le col du pancréas. À la partie inférieure et gauche de la tête, nous trouvons une prolongation que l'on appelle la queue du pancréas ou crochet, pardon, que l'on appelle le crochet du pancréas ou processus incinatus. Donc le crochet du pancréas ici, qui est cette petite prolongation vers le bas et la gauche, le long de la partie horizontale du duodénum. Voici la tête, voici le col, et nous nous prolongeons maintenant par le corps du pancréas. Le corps du pancréas est sensiblement horizontal, mais remonte légèrement vers le haut et le dehors. Donc sensiblement horizontal, mais on remonte légèrement vers le haut et le dehors. Et ce corps du pancréas vient se prolonger par la queue du pancréas. Il n'y a pas de limite visible officielle entre le corps et la queue. En gros, la partie terminale, c'est la queue, et la partie centrale, c'est le corps du pancréas. Donc toujours un aspect sur la surface qui est granuleux. Et il y a une fine capsule qui bien sûr retient l'ensemble des structures glandulaires, mais cette capsule est très fine et donc assez facilement la glande pancréatique se délite en petits fragments, en petits morceaux qui correspondent aux acinis glandulaires. Donc voilà ici le corps et la queue, et comme je vous dis, il n'y a pas de limite précise entre le corps et la queue. La queue, c'est la partie terminale vers la gauche.
C'est donc une languette glandulaire qui s'étend transversalement, on le reverra avec les rapports, et qui n'est pas très épaisse. C'est-à-dire que quand on fait une section, donc qui est aplatie, quand on fait une section du pancréas, du corps du pancréas, ici, si on fait une section, on voit que c'est quelque chose qui est relativement donc aplati. Ce n'est pas rond. Donc c'est une languette, et ici nous sommes sur une coupe transversale schématique. C'est aplati. Voici donc pour ces éléments que nous connaissons. Nous reverrons ensuite quelques éléments de rappel sur l'intérieur du pancréas avec les conduits et l'arrivée des voies biliaires. Nous pouvons évoquer à présent la vascularisation du duodénopancréas. Bien entendu, ce seront des branches artérielles qui vont venir de l'aorte abdominale, et nous pouvons pour cela déjà fixer le niveau de la ligne médiane. La ligne médiane, je la place ici, et naturellement, nous avions vu que le pylore était à droite de la ligne médiane, et je vous dis maintenant que l'angle duodéno-jéjunal est à gauche de la ligne médiane. Donc c'est entre pylore et angle duodéno-jéjunal que l'on va trouver l'axe aortique. Ici, nous avons coupé l'estomac. On pourra mettre des pointillés éventuellement tout à l'heure. Et donc, normalement, il y a une partie ici qui est cachée par la prolongation au niveau de l'estomac. Donc, je vous rappelle que nous avons vu que le pylore ici est en L1. Le pylore est en L1 comme niveau. On peut ici tout de suite préciser, on le reverra par d'autres éléments, que la partie basse du cadre duodénal ici est au niveau du disque L3, L4. Donc ça vous donne une idée de la hauteur. Donc nous sommes ici en L1 et au-dessus nous sommes en T12. Étant en T12, nous allons trouver l'aorte abdominale ici qui vient s'engager sous le ligament arqué, c'est-à-dire l'hiatus aortique. Voilà le ligament arqué qui va correspondre aussi sur les côtés aux piliers droit et gauche du diaphragme. Et voici l'aorte abdominale. Les premières branches, nous l'avons vu, sont des branches pour le diaphragme. Donc diaphragme qui part ici, qui s'insère sur les piliers. Et ces premières branches sont les artères phréniques inférieures, droite et gauche, qui viennent donc être des branches de type pariétal qui vont ici vasculariser le diaphragme. Nous l'avions dit, il peut exister des anastomoses ou des suppléances, et ces artères subphréniques qui sont au départ que pour le diaphragme peuvent finalement arriver à donner des branches pour les organes, notamment pour le foie, par la veine subphrénique droite. Donc ceci, c'est les premières branches de l'aorte abdominale, branches pariétales, puisque le diaphragme fait partie de la paroi supérieure de l'abdomen. Et nous allons maintenant, au niveau de T12, trouver le tronc cœliaque que nous avions vu. Tronc cœliaque, donc, qui nous avions vu avec l'estomac. Tronc cœliaque qui naît au niveau de T12, qui est un trajet court et qui vient classiquement, je vous ai dit qu'il y a de nombreuses variations, qui vient classiquement donner 3 branches, qui va donner une artère gastrique gauche, qui va remonter, nous l'avons vu dans le cours précédent, qui va remonter, puis faire une coudure en épingle à cheveux pour descendre le long de la petite courbure. Ici donc l'artère gastrique gauche. Deuxième branche du tronc cœliaque, c'est l'artère splénique. Et l'artère splénique va être une des artères importantes du pancréas.
Artère splénique, deuxième branche, qui va d'abord descendre légèrement et se recourber vers la gauche, longeant le bord supérieur du pancréas, parfois disparaissant légèrement derrière lui, et avec un aspect un petit peu sinusoïde. D'ailleurs, comme toute artère, il n'y a jamais d'artère qui soit parfaitement rectiligne. Donc ici, le trajet sinueux de cette artère splénique, qui est une artère importante, puisqu'elle va se destiner à la rate, et que la rate est un organe avec un débit sanguin qui est important et marqué. Voici donc cette artère splénique qui longe le bord supérieur du duodénum, le corps et la queue du duodénum. Au long de le corps et la queue du pancréas, bien sûr. Donc ici, au cours de son trajet, elle va abandonner un certain nombre de branches pour le pancréas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des branches qui viennent par la face antérieure, d'autres par la face postérieure, et je mets ici à intervalles réguliers des branches pour le pancréas sans rentrer dans le détail. Encore une fois, certaines par la face antérieure, certaines par la face postérieure, et il y aura des anastomoses entre les systèmes. Artère splénique ici, donc qui longe le bord supérieur du pancréas et qui vient à l'extrémité de la queue qui est en contact avec le île de la rate. Eh bien, nous sommes là sur la division de l'artère splénique en branches terminales, 5 à 6, pour la rate, donc artère splénique ici, que nous allons retrouver tout à l'heure avec l'étude de la rate. Donc ici, nous sommes sur les branches spléniques, nous sommes ici sur la rate, et c'est la terminaison au niveau du île de la rate, terminaison ici de cette artère splénique. Donc artère splénique qui est donc le deuxième pédicule, puis nous allons trouver la troisième branche du tronc cœliaque. Cette troisième branche, nous avions vu qu'elle va faire une concavité vers le haut en se recourbant là vers la droite. C'est l'artère hépatique commune. Je mets ici la même couleur partout puisque contrairement à l'estomac où il y avait des territoires qui s'anastomosaient, ici on comprend assez bien les différents vaisseaux, ça ne se superpose pas. Voici ici donc le tronc cœliaque et voici ici l'artère hépatique commune. Cette artère hépatique commune vient se diviser en artère hépatique propre ou hépatique tout court. Voici ici cette artère hépatique qui remonte vers le île du foie et va donner comme deuxième branche terminale une artère gastro-duodénale qui descend. Nous l'avons déjà vu hier avec l'estomac. Artère gastro-duodénale qui descend, qui passe derrière la première portion du duodénum, artère gastro-duodénale, et qui va venir sous le duodénum, première portion, donner un tronc antérieur qui lui-même abandonne l'artère gastro-épiploïque, ou on dit aujourd'hui gastro-omentale, artère gastro-omentale droite. Artère gastro-omentale droite. Et l'autre branche est donc l'artère pancréatico-duodénale antérieure que nous voyons ici et qui vient donc se destiner au pancréas. Il y a des branches antérieures, des branches postérieures et vasculariser ici la tête du pancréas. Donc, je reprends, artère hépatique commune qui vient, artère hépatique commune ici, qui vient se diviser en deux branches terminales, l'artère hépatique,
ou artère hépatique propre, et l'artère gastro-duodénale qui passe derrière le duodénum, et cette artère gastro-duodénale vient elle-même se diviser en deux branches, l'artère gastro-omentale ou gastro-épiploïque droite et le tronc pancréatico-duodénal supérieur et ici antérieur, il y en aurait un vers l'arrière. Donc ici, nous allons trouver ces différentes branches qui proviennent de l'artère gastro-duodénale. Nous avons ensuite, au niveau de L1, c'est-à-dire juste ici, caché par la partie haute du pancréas, nous avons la naissance de l'artère mésentérique supérieure. Donc la naissance, elle serait ici, l'artère mésentérique supérieure. C'est un tronc important, environ 9 mm, qui va donc cheminer derrière le pancréas. C'est une artère qui vascularise l'intestin grêle, comme on le verra, qui est une artère de type terminal, c'est-à-dire que quand on a une occlusion à ce niveau-là par un caillot, on a une nécrose de l'ensemble de l'intestin, c'est une ischémie, et c'est ce qu'on appelle l'infarctus mésentérique. Cette artère mésentérique supérieure, on parle souvent de AMS, artère mésentérique supérieure, est donc cachée par le pancréas et va venir apparaître ici, donc elle descend verticalement, et elle va venir apparaître ici sous le col du pancréas et poursuivre un trajet vers le bas qui est en avant, qui passe en avant du crochet ou incus et en avant de la troisième portion du duodénum. Donc voilà ici cette artère mésentérique supérieure qui a donc un trajet un petit peu particulier puisqu'on est d'abord en arrière du pancréas puis en avant du crochet ou processus incinatus. Voilà cette artère volumineuse qui est l'artère mésentérique supérieure, donc qui est d'accès complexe puisqu'elle est derrière ici le pancréas pour son origine. Artère mésentérique supérieure que voici. Cette artère mésentérique supérieure va donner des branches tout logiquement pour le duodénopancréas et ce sera ici une artère qu'on appelle l'artère pancréatico-duodénale inférieure, artère pancréatico-duodénale inférieure ici, qui va venir donner des branches s'anastomosant avec l'artère pancréatico-duodénale supérieure, qui venait de l'hépatique commune. Donc voilà ici ce tronc pancréatico-duodénal inférieur, et puis nous allons trouver donc des anastomoses entre les systèmes. Ce sont bien des artères qui donnent des branches pour le duodénum, qui donnent des branches pour la tête, ici, du pancréas. Nous pouvons voir également une autre branche qui naît de l'artère mésentérique supérieure. C'est une artère pancréatique dorsale qui va ici remonter et passer à la face postérieure, bon, je mets des pointillés, artère pancréatique dorsale, qui passe à la face postérieure du pancréas. Artère pancréatique dorsale, c'est relativement schématique. Ce que l'on fait là, c'est les branches peuvent être variables et surtout, il y a des anastomoses entre les systèmes. Donc finalement, ici en avant, vient se créer une arcade pancréatico-duodénale antérieure et on a également une arcade en arrière postérieure. Donc, ce qui est important de nouveau à voir, c'est qu'il y a ici plusieurs pédicules. On a des artères qui viennent de l'artère splénique, des artères qui viennent de l'artère gastro-duodénale, c'est l'artère pancréatico-duodénale supérieure, antérieure et postérieure, puis des éléments qui viennent de l'artère mésentérique supérieure, c'est l'artère pancréatico-duodénale inférieure et l'artère pancréatique dorsale. Nous pouvons, je réfléchis, on
déjà tenir peut-être compte de cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez qu'il y a, comme pour l'estomac, plusieurs pellicules, ce qui va être très intéressant chirurgicalement. En effet, ce qu'il faut toujours quand on enlève un organe, c'est que la partie restante doit être vascularisée, sinon elle nécrose. En l'occurrence, pour le pancréas, ce qui est classique, ce sont les tumeurs du pancréas, et en particulier le cancer du pancréas, qui reste un des cancers les plus redoutables en pronostic. Et dans ce cancer du pancréas, bien entendu, on peut faire une pancréatectomie totale, avec tous les inconvénients qu'il va y avoir pour le contrôle de la glycémie, puisqu'on enlève la tumeur, mais on enlève aussi toute la régulation glycémique. Et on va donc essayer, si on peut, de faire des pancréatectomie partielle pour conserver la fonction glycémique. Et ceci est possible grâce à ces pellicules vasculaires qui sont séparées. Il y a en effet la possibilité de voir que nous avons sur la ligne médiane, ici, une possibilité de conserver le corps et la queue qui est branché sur l'artère splénique. Donc là, on peut finalement conserver le corps et la queue et donc enlever la tête où il y aurait la tumeur ou la formation cancéreuse, sachant que le pancréas, je vous l'ai dit, est très accolé au duodénum. Ça veut dire que quand on enlève la tête du pancréas, on enlève obligatoirement le cadre duodénal. Et cette tête du pancréas est vascularisée par le système ici, gastro-duodénal et branche de l'artère mésentérique supérieure qu'il faut donc contrôler par hémostase, par ligature. Donc en fait, en chirurgie pancréatique, on peut bien sûr tout enlever, mais en général, on peut avoir une localisation soit au niveau de la tête, soit au niveau de la corps et de la queue. Donc, quand la tumeur est au niveau ici de la tête, on va enlever le cadre duodénal, la tête, en contrôlant les apports artériels ici spécifiques. C'est ce qu'on appelle la duodéno-pancréatectomie. Donc duodénum, pancréas, ectomie, on enlève. La duodéno-pancréatectomie céphalique. C'est donc duodéno-pancréatectomie céphalique, c'est ce qu'on appelle la DPC. C'est une très belle intervention. Et on conserve donc, dans ce cas, corps et la queue. Il faut décoller ici le pancréas, contrôler les apports vasculaires. D'autre part, on peut avoir des cas de figure où la tumeur va être dans le corps et la queue. Dans ce cas-là, on va faire une exérèse corporéale et de la queue. C'est ici une pancréatectomie partielle. Mais dans la plupart des cas, on va ici avoir au bout la rate qui est branchée sur ce pédicule splénique. Donc dans la plupart des cas, quand on enlève le corps et la queue du pancréas, pancréatectomie partielle, en même temps, on est amené à faire une splénectomie qui a des conséquences, je le redirai éventuellement tout à l'heure, puisque bien sûr, la rate a une fonction protectrice par rapport à un certain nombre d'infections et ceci nécessitera des vaccinations spécifiques pour ne pas fragiliser le patient. Mais sinon, on peut enlever une rate sans problème. Voilà donc pour cette vascularisation artérielle. Nous pouvons compléter ce schéma en mettant ici la poursuite des contours de l'aorte, qui serait donc là, qui passe derrière le pancréas et derrière le duodénum. Et nous allons retrouver l'aorte sous le duodénum, et c'est là à la fois la vascularisation, mais un rapport important que nous pouvons placer par l'intermédiaire des vaisseaux, puisque nous sommes là sur le disque L3, L4, sous le duodénum, sous le cadre duodénal, plus précisément sous D3, eh bien, nous retrouvons ici l'aorte abdominale, sachant qu'à ce niveau, nous aurons la bifurcation aortique en L4. Donc, la bifurcation aortique est placée juste sous la partie basse du duodénum. Alors, bien sûr, c'est dans un plan beaucoup plus postérieur. L'artère mésentérique supérieure, elle, s'engage dans le péritoine.
ici, artère mésentérique supérieure, et la bifurcation aortique. Si l'on regarde ce qui se passe avec les veines, nous pourrions ici montrer simplement, et on le fera de façon séparée, mais que la veine, on va retrouver des veines tout à fait similaires, mais je vous rappelle que les veines vont se drainer vers la veine porte. Et on peut placer ici, sur cette vue, juste en rapport, je réfléchis si c'est une bonne idée, peut-être pas. On va plutôt faire un schéma veineux séparé. Donc on va faire ici un petit schéma veineux séparé, où on reprend la même chose, on reprend le cadre duodénal, ici, la troisième portion. Donc voici le duodénum. Première portion, portion supérieure. Deuxième portion, portion descendante. Troisième portion, angle duodéno-jéjunal. Voici ces éléments. Je vais relativement vite ici. Et nous pouvons placer, puisque c'est exactement la même chose, simplement en plus petit, pour placer les veines. Nous allons trouver ici le pancréas avec la tête qui est placée dans le cadre duodénal, le prolongement du processus incinatus ou crochet, ici le corps et la queue du pancréas. Les éléments veineux viennent se drainer vers la veine porte ici. Veine porte, et nous allons, on place ici le parenchyme, donc qui a un aspect granuleux, finement granuleux du pancréas, et nous pouvons voir que la veine porte va se dégager à la face postérieure du duodénopancréas et va apparaître ici pour son tronc, le tronc de la veine porte, apparaît ici au-dessus de cette région duodénale. Voici le tronc de la veine porte que nous réétudierons par ailleurs, bien sûr, tronc de la veine porte qui vient se diviser en deux branches principales. C'est le tronc porte droit et le tronc porte gauche. Cette division se fait, et nous la reverrons bien sûr avec ce qu'on appelle le pédicule hépatique, se fait au niveau du hile hépatique ou porte du foie. Voilà ici le hile hépatique. Donc on rentrerait dans le parenchyme hépatique ici. Voici donc le tronc de la veine porte qui est très postérieur, mais qui vient aussi vers vous pour rejoindre à peu près le milieu du foie. Comment naît cette veine porte? Nous le savons, on l'a vu l'année dernière, on l'a rappelé déjà avec le premier cours sur la vascularisation de l'estomac. Nous allons trouver une veine splénique qui est parallèle à l'artère, mais qui est en général cachée, qui est derrière le pancréas, donc on ne la voit pas au bord supérieur. Voilà cette veine splénique. C'est une très volumineuse veine qui est plus importante en calibre, comme très souvent, les parois étant différentes, plus importante en calibre que l'artère. Et nous avons là cette volumineuse veine splénique qui vient de 5 à 6 veines spléniques, branches spléniques. Ici, nous sommes donc sur la rate, et ces branches constitutives de la veine splénique. Nous pourrions rappeler que de cette artère splénique, en haut, naissait ici l'artère gastro-épiploïque ou gastro-omentale gauche, gastro-épiploïque gauche. Et ici, nous pouvons rappeler que vient se drainer dans la veine splénique la veine ici, gastro-épiploïque gauche ou gastro-omentale gauche. Toujours dans l'artère splénique, on pourrait rappeler que venaient se naître ici les artères gastriques courtes. Juste pour faire le complément avec ce que nous avions vu, artères gastriques courtes. Et ici, de même, nous aurions des veines gastriques courtes qui viennent se jeter dans l'origine de la veine splénique. Veine gastrique courte. Donc voilà cette veine splénique, et vient se jeter dans la veine splénique la veine mésentérique inférieure. Cette veine mésentérique inférieure, elle est visible sous le péritoine de la paroi postérieure, et elle passe ici
eh bien, latéralement, c'est-à-dire vers la gauche, par rapport à l'angle duodéno-jéjunal. Donc c'est très facile, on va dire, de la repérer, puisqu'elle n'est pas cachée par des éléments. On est là directement sous le péritoine pariétal postérieur, et l'on voit ici arriver, et on peut la dégager, donc, chirurgicalement, assez facilement. C'est ici la veine mésentérique inférieure. Nous en verrons les territoires quand on étudiera l'intestin. Et enfin, la troisième branche est l'artère mésentérique supérieure, qui est parallèle à l'artère. Je vais la mettre ici, juste à côté, elle est à droite, ici, de l'artère. J'en mets juste un petit bout. Artère et veine mésentérique inférieure. Donc là, on est bien sur artère mésentérique supérieure et veine mésentérique supérieure. Et vous voyez que cette veine mésentérique supérieure va faire exactement la même chose. Elle va passer en avant du premier duodénum, du troisième duodénum, en avant du crochet du pancréas, et puis passe sous le col pour se retrouver derrière le pancréas. Donc voici cette veine mésentérique supérieure qui est ici caractéristique par son trajet, passant donc en avant du troisième duodénum, en avant du crochet, veine mésentérique supérieure, et s'engageant derrière le pancréas. Voici la veine mésentérique supérieure. Voici cette constitution. Vous voyez donc que pour aborder ces vaisseaux, c'est assez compliqué, puisqu'il faut jouer avec des éléments qui sont profonds, derrière l'estomac, et où il faut dégager le cadre duodéno-pancréatique. Pour dégager cela, on vient par la droite, ici, on vient décoller le duodénum et on tombe sur la partie postérieure des vaisseaux. Donc voilà cette vascularisation veineuse. Les lymphatiques vont avoir un trajet qui est parallèle aux vaisseaux, et en particulier, on trouvera des nœuds lymphatiques qui seront des nœuds lymphatiques mésentériques supérieurs, des nœuds lymphatiques cœliaques qu'il faudra contrôler en cas de tumeur. Le dernier élément que j'évoquerai, je regarde à la fois l'heure et à la fois les tableaux, le dernier élément que j'évoquerai pour le duodéno-pancréas, et c'est ici aussi un rappel, et nous en reparlerons avec les voies biliaires, c'est la terminaison des voies biliaires et les conduits pancréatiques. Lorsque l'on fait une dissection du parenchyme pancréatique, on va, ou une coupe, mais ça marche très bien en dissection, on va tomber sur des conduits qui sont des conduits excréteurs du suc pancréatique, et pour donc la partie exocrine. Je vous rappelle que le terme de canal utilisé classiquement est réservé en nomenclature internationale à des structures osseuses, alors que le terme de conduit, ductus en latin, le terme de conduit correspond à des structures viscérales. Et donc c'est bien le conduit parotidien, dit de Sténon, et ici nous aurons bien les conduits pancréatiques, entre notamment le conduit de Wirsou. Donc ce sont des éléments que nous avons vus l'année dernière, mais malgré tout, je ne peux pas, ça me paraît impossible de ne pas faire un tout petit rappel. Donc voici ici le duodénum, première portion, deuxième portion, troisième portion, et l'angle duodéno-jéjunal avec la quatrième portion qui fait ici cet angle. Nous aurons fait ici une fenêtre dans la paroi antérieure de la deuxième portion. Donc on aura ouvert la deuxième portion, ce qui permet de voir l'intérieur. Et cet intérieur, bien sûr, on peut le voir soit en faisant une fenêtre, soit en faisant une endoscopie, c'est-à-dire en rentrant une fibre qui passe dans l'œsophage, qui passe dans l'estomac et qui arrive ici. Par endoscopie, on peut bien sûr voir ces régions. Quand on regarde l'intérieur de la deuxième portion du duodénum, on voit qu'il y a deux petits reliefs percés d'un orifice. C'est ce qu'on appelle la caroncule pancréatique, papille duodénale, donc c'est la même chose. Papille duodénale, il y en a deux. Papille supérieure,
qu'on appelle aussi la papille duodénale mineure, et l'inférieure, qui est la papille duodénale majeure. On parle aussi de caroncule. Donc ici, c'est la papille majeure, et au-dessus, c'est la papille mineure. Donc un petit relief avec un orifice qui correspond à l'abouchement de 2 conduits pancréatiques. La papille supérieure mineure n'est donc pas la plus importante, est à peu près à la jonction tiers supérieur, tiers moyen. La papille inférieure, qui est la majeure, est à la jonction tiers moyen, tiers inférieur. Nous trouvons à présent le parenchyme pancréatique. Donc, nous trouvons ici la tête, le corps, la queue. Voilà la tête. Voici ici le processus incinatus, le col, corps, queue. Et nous avons là disséqué le parenchyme, ce qui fait que nous allons voir les conduits pancréatiques. Le conduit pancréatique majeur va cheminer tout le long de l'axe du pancréas, c'est-à-dire presque horizontalement, légèrement oblique vers le bas et la droite, va donner une branche accessoire que nous allons revoir. Voilà ce conduit pancréatique. Et ce conduit pancréatique va venir s'aboucher au niveau de la papille duodénale majeure. Conduit pancréatique qui est appelé le conduit de Wirsung, qui est le conduit principal. Ce conduit pancréatique reçoit bien sûr des conduits accessoires avec toute une arborescence. C'est le principe des glandes exocrines. Donc là, ici, on a en gros 14 à 16 branches majeures qui viennent ensuite recevoir des plus petites branches, des plus petits conduits. Donc ceci draine le suc pancréatique. À la fin du conduit pancréatique dit conduit de Wirsung, nous trouvons un sphincter que je vais mettre en orange. Un sphincter ici qui vient être le sphincter du conduit pancréatique, c'est-à-dire que le liquide peut s'écouler dans un sens, il peut sortir, mais pas revenir en arrière quand le sphincter fonctionne. Ceci est important car sinon, comme il y a des enzymes qui se trouvent activées, on aurait une sorte d'autodigestion du pancréas et donc il est important qu'il n'y ait pas de reflux. Ici, on peut mettre un petit peu de parenchyme pancréatique. Nous trouvons au bout de ce système une ampoule qu'on appelle l'ampoule hépatopancréatique. On l'avait vu l'année dernière et on en reparlera encore avec le foie. Et donc ici, il y a un renflement. C'est l'ampoule hépatopancréatique, puis c'est la partie terminale du conduit qui va se terminer sur la papille duodénale majeure. Cette ampoule hépatopancréatique est aussi appelée ampoule de Vater. Si on le prononce V-A-T-E-R, si on le prononce à l'allemande, ce serait l'ampoule de Vater. Encore une fois, ceci nous l'avons vu et je ne peux que vous inciter à regarder en détail les cours de l'année dernière. C'est la même chose, c'est un rappel, mais je le fais ici plus rapidement et en plus petit puisque nous l'avons déjà vu. Et puis nous trouvons de cette bifurcation expliquée par l'embryologie, pancréas dorsal, pancréas ventral, nous trouvons ici le conduit pancréatique accessoire. Ce conduit pancréatique accessoire, il est accessoire pourquoi? Parce que vous voyez qu'on n'a pas du tout la complexité du bas avec l'ampoule de Vater, et nous avons là un conduit qui s'ouvre sur la papille duodénale mineure. Dans la région, eh bien, c'est la terminaison des voies biliaires, et en particulier, c'est le conduit cholédoque dont on reparlera la prochaine fois, mais qu'on a aussi déjà étudié l'année dernière. Conduit cholédoque, qui est donc une voie biliaire terminale, qui arrive ici derrière la première portion du duodénum, qui se retrouve donc rétroduodénale et qui se retrouve à la face postérieure du pancréas.
À la face postérieure du pancréas, il creuse d'abord une gouttière, puis s'enfonce dans le parenchyme et va venir se terminer dans l'ampoule hépato-pancréatique. Donc là, on est sur le cholédoque, voie biliaire, et on a ici donc toute cette région de l'ampoule hépato-pancréatique. Je reprendrai cela en détail avec l'étude des voies biliaires et du foie. Mais nous l'avons déjà vu encore une fois. Ce qui est important bien sûr de comprendre, c'est que quand on a ici une tumeur ou un cancer de la tête du pancréas, on peut avoir une compression du conduit cholédoque qui est de pronostic vital, puisque la bile on ne peut pas avoir de rétention biliaire. Donc très rapidement, quelques jours, vous allez avoir un ictère, puisque vous allez avoir des pigments biliaires qui vont passer dans le sang, et on passera au bout de 8-10 jours à un coma biliaire et à la mort, ce qui est une des causes classiques de décès dans les cancers du pancréas. Bien sûr, on peut agir, mais malgré tout, à un moment donné, les voies biliaires se trouvent en général interrompues. Donc ça, c'était à la fois des petits rappels et puis des notions sur la vascularisation. Nerfs du pancréas et du duodénum, il y en a bien sûr pour la mobilité gastrique, mais c'est vraiment accessoire, il n'y a pas d'implication chirurgicale. Nous allons terminer par la rate et pour cela, faire quelques petits schémas. La rate est un organe qui a une forme classiquement de grain de café et qui a un axe qui est oblique vers le bas et le dehors. Cette rate que nous représentons ici par sa face médiale va avoir un bord antérieur qui est classiquement dit crénelé, c'est-à-dire avec des petites indentations ici, et nous arrivons au pôle inférieur. C'est une vue médiale de la rate, nous aurons l'occasion de la reprendre. Bord antérieur ici, bord postérieur que voici. Donc voici la rate sur sa face médiale et nous voyons qu'elle a un axe qui est oblique vers le bas et l'avant. Donc ici nous avons à droite l'avant, nous avons le haut et c'est donc la face médiale ici de la rate. Sur cette face médiale, nous voyons qu'il y a une crête. Une crête ici qui part du pôle supérieur, donc là on est au pôle supérieur, qu'on peut aussi appeler pôle postérieur, au pôle antérieur ou inférieur. Cette crête ici, donc c'est aigu, on va le voir sur une coupe, vient limiter deux faces et à la partie moyenne vient entourer la région du hile splénique. Puis vers le bas, cette crête vient se bifurquer en forme de lambda. De par cette crête, il y a donc trois faces, deux principales, une accessoire. Nous trouvons une face antérieure, tournée ici vers la droite. Cette face antérieure va répondre à l'estomac et du coup est appelée la face gastrique. Puis de l'autre côté de la crête, en postérieur, en postéro-inférieur, c'est une face qui va répondre au rein gauche, et donc qu'on appelle la face rénale. Donc l'avantage, c'est que déjà, rien que dans la terminologie officielle, on a les rapports et on comprend que cette rate vient se placer en coin entre l'estomac et le rein gauche. Donc ici, c'est la face gastrique, en avant et vers le haut, et ici, c'est la face rénale vers le rein gauche. Vers le bas, ici, dans la bifurcation de cette crête, nous avons une petite face qui va répondre à l'angle colique gauche et qu'on appelle la face colique. Donc là, on a finalement tous les rapports. Cette rate est entourée de péritoine et nous pouvons en voir les éléments aussi sur une coupe. Nous allons faire ici une coupe qui sera perpendiculaire à l'axe de la rate. Donc on va faire une coupe ici qui est perpendiculaire, ce qu'on doit faire en échographie. Puisque l'axe est oblique, il faut que les coupes transversales soient obliques aussi. Sur cette coupe oblique, nous allons voir que la rate a un aspect triangulaire à la coupe. Voilà la coupe splénique, avec donc les deux faces qui sont séparées par la crête, la région du hile, et en périphérie, eh bien, nous trouvons la face latérale de la rate qui est convexe et qui viendra se mouler sur le diaphragme. La rate est constituée par ce qu'on appelle la pulpe splénique, c'est le parenchyme splénique. C'est
d'un point de vue histologie, la pulpe blanche, la pulpe rouge. Il y a beaucoup d'éléments sanguins, puisque c'est un organe qui a un rôle très important d'un point de vue à la fois hématopoïétique et aussi sur les lignées blanches. À l'intérieur, nous allons trouver de très nombreuses sections vasculaires. Donc c'est un organe extrêmement riche en vaisseaux, qui pourrait donner un petit peu l'impression macroscopiquement de ressembler au foie. Bien sûr, en histologie, c'est complètement différent. Voici ici donc le parenchyme splénique, et par le hile arrive ici l'artère splénique qui donne ses branches, qui vont donc vasculariser l'ensemble du parenchyme. Artère splénique. Et vient sortir la veine splénique qui vient ici sortir du hile. Donc artère splénique et veine splénique qui sortent ou rentrent de la rate. Artère splénique ici, veine splénique. Globalement, ici le parenchyme va être maintenu par une capsule fibreuse qui est relativement fine. La capsule du foie sera beaucoup plus épaisse. Voici la capsule de la rate que l'on voit en coupe. Et la rate est presque entièrement péritonéale, ce qui fait qu'au-dessus, en vert plus clair, je mets ici le péritoine qui vient s'interrompre uniquement au niveau du hile pour laisser passer les vaisseaux. C'est donc ici un méso, une forme de méso, le méso splénique. Et autour, on a donc le péritoine, on est dans la cavité. Donc ici, il faudrait imaginer également le péritoine, et ce n'est que autour ici du hile que le péritoine vient se réfléchir. Tout est recouvert de péritoine, sauf au niveau du hile, et au niveau de ce hile arrive l'artère splénique qui va donner, on l'a dit, à peu près 5 à 6 branches, artère splénique, voilà, qui est très volumineuse, et sort les branches qui vont constituer la veine splénique ici, et qui passent donc dans ce hile et dans cette forme de méso formé au niveau du hile de la rate. Voici ce hile. Tout le reste, bien sûr, est entouré de péritoine et lisse. Quelques petits éléments par rapport à la taille ici du grand axe. Pour mesurer la rate, comme elle est oblique, c'est comme pour les reins. Quand un organe est oblique, il faut mesurer obliquement pour avoir la distance maximale. Globalement, une rate normale, c'est 8 à 10 cm de grand axe. 8 à 10 cm, et au-delà de 12, on parle de splénomégalie, une grosse rate, et qui rentre bien sûr dans un certain nombre de contextes pathologiques très variés. Et en poids, ce qui correspondrait à peu près d'ailleurs aussi au volume, on est à peu près à 150 grammes. 150 grammes, c'est 10 fois moins que le foie, où on est à 1500 grammes. 150 grammes qui correspond à peu près à 150 cm3. Et le dernier point que j'évoquerai est le point de fragilité de la rate. En effet, la capsule ici de la rate est relativement fine. Et cette rate, on le verra, est placée sur le côté, juste sous les côtes, et lors de traumatismes, par exemple de chute en vélo ou de chute en sport, notamment au judo, vous tombez sur le côté, par contre-coup, vous pouvez avoir une fracture de la rate, une fracture interne de la rate. Ça peut être aussi le cas par une côte qui vient faire un contre-coup. Si la rate se fracture tout de suite, ça va saigner, on va le voir. Le problème de la fracture de la rate, c'est que c'est une fracture interne. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une fracture qu'on dit en deux temps. Eh bien, en un premier temps, vous allez avoir, suite au traumatisme, une fracture du parenchyme splénique, et donc nous sommes maintenus ici par la capsule, et cette fracture du parenchyme splénique va provoquer un saignement uniquement à l'intérieur de la rate. Donc ici, la rate est fracturée, mais la capsule est intacte. Donc on a ici une fracture, et donc on a fracture, une déchirure à l'intérieur, et vient se constituer une poche de sang, donc on a un hématome. Cette poche de sang artérielle est alimentée par l'artère splénique. Artère splénique qui est de gros calibre
et avec une pression importante. Ce qui fait que cet hématome va avoir tendance à grossir. Quand il grossit, il amène une hyperpression dans la rate et à un moment donné, la pression est telle que la capsule va se rompre. C'est-à-dire, c'est une fracture en 2 temps. Premier temps, fracture interne. Deuxième temps, fracture de la capsule. C'est en général entre 1 heure et 24 heures. Et donc, si ensuite on a la fracture de la capsule, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui retient le sang qui arrive de l'artère splénique. Et donc, on a un hématome, une hémorragie qui va envahir la cavité abdominale, donc qui s'extériorise ici. Hémorragie qui envahit la cavité abdominale, et là, on peut, en quelques minutes, perdre 1 litre de sang, désamorçage de la pompe cardiaque et mort. Ceci explique que c'est donc ce qu'on appelle la fracture en 2 temps, de la rate. C'est très classique. Et ceci explique que quand on a un accident de la voie publique, on a tendance à conserver, alors moins maintenant puisqu'on a des techniques d'exploration plus poussées, mais on a tendance à garder les gens en observation, ou en tout cas les prévenir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la chute, tout va très bien, on dit non, il ne se passe rien. Mais au bout de 10 heures, la rate ici, qui était fracturée, se rompt, et en 15 minutes, vous perdez 1 litre de sang et vous mourrez. Ce qui est sûr, c'est que la famille va se retourner contre vous. Donc, on place les gens en observation classiquement 24 heures, ce qui fait parfois un petit peu râler les gens parce qu'ils disent « mais tout va bien », pour justement surveiller cela. Comment est-ce qu'on peut voir si la rate se fracture en 2e temps? Eh bien, vous avez un effondrement de la pression artérielle. Il suffit d'avoir un monitoring de la pression artérielle, elle est normale, tout d'un coup elle chute, ça veut dire que la fracture s'est externalisée. En général, ça ne se passe jamais après 24 heures, c'est externalisé, et là c'est directement au bloc, et vous avez 1 demi-heure pour faire l'hémostase. Il y a 2 possibilités, soit vous arrivez à faire l'hémostase, ce qui n'est pas courant, soit on enlève carrément la rate, c'est-à-dire c'est une cause de splénectomie. Voilà pour ce cours, et nous poursuivrons donc dans le cours suivant par les rapports de l'ensemble des organes que nous avons vus, estomac, duodéno, pancréas et rate. Je vous remercie pour votre attention.